Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Ancien nageur de haut niveau, ingénieur, aikidoka et docteur en mathématiques, il a beaucoup de flèches à son arc. Il est détenteur de plusieurs records de natation dans les années 90 et il a notamment participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96 avant de se tourner vers d'autres disciplines, dont l'aïkido. En parallèle, il n'oublie pas ses études et il obtient son diplôme d'ingénieur à Toulouse avant de mener une thèse de doctorat sur le propulseur ionique. Enfin, il exerce également en tant que praticien de la méthode Feldenkrais. J'ai nommé Vladimir Latosha. Comment ça va, Vladimir ? Mais ça va très bien, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast Confidence Sportive. Est-ce que tu écoutes d'ailleurs pas mal de podcasts, dis-moi ? Et oui, j'écoute pas mal de podcasts. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans, où de fil en aiguille, j'ai trouvé un podcast qui m'intéressait, et puis 2, et puis 3. Et voilà, maintenant, c'est assez souvent que je fais des choses dangereuses, à savoir d'écouter des podcasts quand je fais du vélo. Mais c'est très intéressant. Voilà. Donc quand tu fais du sport, on est dans la continuité de ce que tu as vécu un peu. Non, c'est plutôt quand je me déplace. Okay. Quand j'ai 20 minutes de vélo entre chez moi et puis l'université, et donc c'est assez souvent que je me mets un petit quelque chose et c'est l'occasion d'apprendre plein de choses intéressantes. Exactement. Alors on va parler de ton parcours, de tes émotions dans le sport. Si on en revient au tout début, par rapport au sport et tes émotions, c'est quoi tes premiers souvenirs ? Dis-nous. Mes premiers souvenirs de natation ? Dans le sport de manière générale. Dans le sport de manière générale. Le premier souvenir, c'est un truc très anodin. C'est la première fois qu'on a enlevé les roulettes de mon vélo. J'en garde un souvenir, en fait. On parlait d'accomplissement tout à l'heure en préparant. Voilà, un petit enfant, je devais avoir 4 ans ou quelque chose comme ça. On lui enlève les roulettes. Alors, c'est un grand jour. Et en fait, je m'en souviens comme si c'était hier. Tu deviens un grand enfant. C'est un grand enfant, et puis en plus, je me souviens de cette sensation qui est quand même, il faut le dire, c'est quand même un petit peu grisant d'être en équilibre, et puis de se déplacer avec un effort modéré, on se déplace quand même assez vite. Et puis après, il y a les virages, et puis on réussit à les négocier, etc. Donc ça, c'est un souvenir que j'ai trouvé vraiment sympa, de réussir quelque chose. La marche c'était suffisamment bien préparé pour que la marche, je me souviens que j'ai été tombé 1 ou 2 fois, comme tout le monde. Oui, et que c'était pas grave. On tombe, et puis après, hop, ça y est, il y a quelque chose qui décolle. Et voilà, donc ça, c'était mon premier moment, on va dire, d'accomplissement sportif. Assez drôle. Et tu as vécu où ces premiers moments ? Tu étais basé où ? Comment tu as vécu cette enfance-là ? Alors, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Draveil, qui est près de Paris, en fait. Je suis né à Paris, puis j'ai grandi dans la banlieue parisienne. Et voilà, c'est une ville plutôt tranquille, plutôt gentille. J'habitais à peut-être 200 mètres de l'école primaire. Donc bon, d'abord il y avait je vais passer mes histoires de maternelle, etc. Mais en tout cas, le détail est, à mon sens, il est intéressant dans le sens où j'allais à pied à l'école. Ensuite, quand je suis allé au collège, j'allais en vélo parce que c'était à peine plus loin. Il y avait peut-être 1,5 km ou 2 km. Et donc j'ai ce souvenir en fait que j'étais relativement autonome pour me déplacer, pour aller à l'école, pour en revenir. Et ensuite, la piscine était juste à côté du collège. Enfin, moi, il y avait des choses comme ça qui s'arrangeaient comme en fait un milieu où moi-même je me déplaçais. Des fois, quand je regarde un petit peu maintenant, je parle un petit peu comme un vieux, les jeunes générations, etc. Mais je vois, en fait, je suis un peu désolé pour eux quand il y a des gens, on sent qu'ils ont fait 50 pas dans toute leur journée, quoi. Et bon, voilà. La sédentarité, c'est un vrai problème. Je crois. C'est très compliqué, surtout l'après-Covid. En plus, on voit les nouvelles générations. Ouais. Et donc, j'encourage les gens à dire, mais déplacez-vous vous-même et pas forcément motorisé. Par rapport à la natation, du coup, tu en as parlé, c'était à proximité. Oui. Tu découvres cette discipline à quel âge ? Alors, il y a eu une première approche, mais je ne m'en souviens pas. En fait, ma mère était une ancienne nageuse d'assez haut niveau. Elle a fait des podiums universitaires en Pologne. Mes 2 parents sont venus de Pologne. Et donc, quand on était tout petit, visiblement, on est allé à la piscine. C'était à Sceaux. J'ai passé mes 3 premières années à Sceaux. Et donc ça, je ne m'en souviens pas. Mais par contre, je me souviens que déjà à Draveil, elle nous emmenait à la piscine. Et j'avais une attitude un peu
Ça, pour le coup, je m'en souviens. Ma mère qui voulait nous enseigner la natation. Et alors, ma sœur était visiblement plutôt d'accord. En tout cas, elle ne disait pas non. Et moi, je disais à ma mère, en tout cas, elle me le racontait, elle disait non, mais ça va, je sais. Et donc, moi, je préférais sauter dans l'eau, aller au fond, regarder. Donc, je faisais un petit peu mes premiers jeux moi-même dans l'eau. Et quelques années après, en fait, donc en mon année de CP, je crois, enfin bon, peu importe les détails, mais en tout cas, pendant 1 an, j'ai fait un peu de gymnastique, les ateliers pour les enfants, et on fait des roulades, etc. Bof, ça m'a pas emballé. T'as pas pris... Non, et puis en plus, je me souviens de ça, j'avais l'impression d'être un peu livré à moi-même. Donc il y avait un côté, bon, ça avait l'avantage d'être tout près de chez moi, mais par contre, on y allait avec ma sœur, on savait pas trop ce qu'on venait y faire, on savait pas trop, enfin, il y avait quelque chose qui était pas très confortable. Et puis, et à l'école, en fait, on va à la piscine. Et là, il y a un événement, en quelque sorte, et visiblement, ça n'arriverait plus, parce que maintenant, c'est interdit, paraît-il. C'est que le maître nageur, qui était aussi entraîneur du club de natation, il y avait un petit club de natation, mais très bon, est venu me voir à la fin du CE1, et il m'a dit, en substance, si tu veux t'inscrire au club, t'es le bienvenu. Donc, en fait, il avait fait de la détection pendant les cours de CE1. Et donc, j'en ai parlé à ma mère. Et puis ma mère, ancienne nageuse, elle a dit évidemment, avec plaisir. Et je me souviens en fait du jour là pour le coup où donc en début de CE2, j'avais mon sac et puis je marchais pour aller à la piscine et je me souviens que je sifflotais. Donc en fait je me souviens que c'était vraiment une joie pour moi de me dire je suis inscrit au club de natation, je vais aller faire de la natation, etc. Ah donc ça t'a vraiment marqué. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Je sais pas pourquoi parce que je savais pas encore tout ce qui allait m'arriver dans ce milieu. Mais en tout cas, je me souviens d'aller tout seul à la piscine, du haut de mes 8 ans, et avec mon sac, et en sifflotant, en se disant, voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que fils d'ancienne nageuse, on peut avoir le sentiment, la plupart des anciens sportifs vont pousser leurs enfants vers cette discipline-là, alors que toi, en fait, tu as été détecté pour t'inscrire. Oui. C'est un peu la démarche inverse. C'est assez intéressant. Mais en même temps, le terreau était fertile, parce que ma mère, effectivement, la natation, aucun problème. Et puis, mon père aussi était à haut niveau en cyclisme. Donc, lui, il a été champion de Pologne sur route. Son frère, donc mon oncle, était vice-champion du monde. Il a fait 2 fois les Jeux Olympiques. Donc, ça aurait pu être aussi... le vélo, c'est important. Mais en fait, lui, il avait une histoire qui était un peu plus mitigée par rapport à ça. Il y a eu des déceptions. Et grosso modo, lui, son message, c'était l'école d'abord et le sport si tu peux. D'accord. Donc en fait, dans ma famille, je n'ai pas été poussé vers le sport, mais par contre, il y avait une espèce de c'est possible, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais n'oublie pas l'école. Et le sport est venu à toi par la suite. C'est ça. Alors, la natation, tu t'y es mis rapidement. Oui. Tu y prends goût. Est-ce que les compétitions, tu te vois très rapidement comme quelque chose, un objectif que tu te mets en tête, ou est-ce que c'est... tu prends du plaisir et tu vois ce qui se passe au fur et à mesure de ton adolescence? Alors, en fait, assez rapidement, il y a quelque chose qui montre que je suis bon en brasse. Enfin, j'étais bon dans d'autres nages, mais j'étais bon en brasse. Il y a une première année, en fait, c'était vraiment l'école de natation. On jouait à la fin, etc. Donc là, il n'y avait pas de questions, pas de compétition. Mais dès la 2e année, en fait, on a commencé les compétitions. Et je me souviens, en fait, là, c'est pareil, je me souviens de mes 2 premières compétitions. Et je me souviens en fait que j'étais quand même très intéressé par mon temps, par savoir est-ce que j'étais devant, derrière. Donc c'est voilà un gamin comme ça qui se demande est-ce que je suis plus rapide que les autres, de regarder le temps. Je me souviens, ça c'est un peu, en tout cas c'est révélateur. Je sais pas si c'est étrange, mais c'est révélateur que je me souviens. Mon premier temps c'était 2,16, mon deuxième temps c'était 2 minutes. T'avais l'esprit de compétition déjà. En tout cas, c'était... Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'était beaucoup plus le temps que de savoir est-ce que j'étais premier ou pas premier. D'accord. En fait, je ne me souviens pas de ma position, de ma place, est-ce que j'avais été premier ou pas. Par contre, je me souviens très bien de mes temps. Donc en fait, c'est... en tant que compétiteur, moi, ce que j'ai aimé dans la natation, c'est que le débat, il se fait sur le chrono. Et il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de bras de fer, quand des fois, ça m'est arrivé, de temps en temps, il y avait certains nageurs qui venaient me voir et puis qui jouaient un petit peu l'intimidation et tout.
moi, je l'ai regardé, puis ça me passait vraiment au-dessus, parce que je me disais, de toute façon, ça va se décider dans l'eau et ça va se décider avec le chrono. Quand tu parles d'intimidation, c'est pour s'imaginer, c'est quoi, par exemple? Bon, c'est pas grand-chose, mais le plus marquant et qui était comique rétrospectivement, il y a quelqu'un qui vient me voir avant une finale et puis qui me dit t'as vu mes pieds? Et en fait, moi, honnêtement, je me suis demandé si c'était acheter des nouvelles chaussures. et donc, je regarde ses pieds, je dis bah ouais, qu'est-ce qu'ils ont tes pieds? Il me dit parce que tu vas les voir tout à l'heure en finale. Et en fait, bon, même à ce jour-là, et puis même maintenant, ça me désole un peu pour lui, parce que je me dis, mais enfin, pourquoi il avait envie de faire ça? D'autant plus qu'en fait, pour moi, cette finale-là, elle n'était pas importante, c'était les championnats de France avant les Jeux. Et donc en fait, j'étais pas affûté, j'étais pas rasé. Bah, il a gagné, tant mieux pour lui, je suis content pour lui, honnêtement. Mais ce truc-là, en fait, j'étais pas du tout dans cette façon de faire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était sur les compétitions qui comptaient pour moi, j'avais envie d'avoir un bon chrono et d'être devant si possible. Et donc décortiquer aussi les chronos, oui. Le côté mathématique qui était déjà un peu là. En tout cas, le côté chiffre, ouais. Ouais, il y a une relation aux chiffres qui était assez pas familière, mais il y avait quelque chose où j'aimais bien. Ouais. Un vrai intérêt. Ouais. Par rapport à tout ça, il y a aussi les Jeux Olympiques. Oui. Tu réussis à te qualifier. Mm-hmm. Comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus dans le sens où tu travailles pour, mais tu disais justement dans le TEDx de Nancy que limite, tu avais été surpris. Ah, j'étais surpris de l'étendue de mes compétences, enfin de mon aptitude. Je pensais pas être aussi bon. Je pensais que ce serait bon, mais pas à ce point. Et c'est pas la première fois que ça m'arrivait en fait dans ma carrière. Il y a eu des moments où justement la fois où je me suis qualifié pour la première fois au championnat de France senior, en fait mon entraîneur était scié, moi aussi. Enfin, j'avais gagné presque 3 secondes sur une course. C'est énorme. Ah oui, c'est ce qui était. En fait, je changeais complètement de monde. Donc pareil, pour la qualif aux Jeux Olympiques, c'était pareil. Mais de savoir, en fait, est-ce que c'était quelque chose... Enfin, comment est-ce que cet objectif est apparu? Je dirais que, quelque part, j'étais baigné dans le sport. Et puis, l'histoire, par exemple, de mon oncle, qui a fait 2 fois les Jeux. À chaque fois qu'on allait chez lui, en fait, comme un gamin, il avait une espèce de musée personnel où il avait installé certaines médailles, certaines écharpes. En fait, en Pologne, ils faisaient des écharpes un peu comme les écharpes de mer, donc qu'on met comme ça, où c'est marqué champion de Pologne de telle année, etc. Et donc, il avait fait une espèce de musée, et moi, j'y passais du temps, je regardais, ça brillait. Émerveillé. Oui, on voit les gamins, quand on leur montre des médailles, des coupes, etc., ça leur fait quelque chose. Donc, j'étais un peu dans cette idée-là. Et au fur et à mesure, quand j'ai vu que j'étais bon, que je commençais à faire à 14 ans, en fait, dès mes premiers championnats de France, qui n'étaient pas très loin, c'était à Vittel, donc là c'est pareil, c'était un très très beau souvenir. Dès mes premiers championnats de France, je me qualifiais en équipe de France Espoir. Et donc on part faire une compétition à Stockholm, loger au Sheraton, l'équipement tout d'un coup, du jour au lendemain, on a un sac avec des survêtements, des maillots de bain, etc. Enfin, pour un gamin de 14 ans, il se passe quelque chose, quoi. Et quelque part, une fois entré dans ce monde-là, il y a eu des hauts et des bas, mais j'avais toujours en tête, jusqu'où est-ce que ça peut aller? Est-ce que je peux gagner aux France? Est-ce que je peux est-ce que je peux battre le record de France? Donc, quand on s'approche d'une porte qu'on peut ouvrir, on se demande, tiens, qu'est-ce que je dois faire pour l'ouvrir? Et donc, je m'amusais à ouvrir les portes au fur et à mesure. Et en fait, l'année avant les Jeux, je sentais que j'étais pas très loin et que je pouvais me qualifier aux Jeux. Donc, c'était un objectif. Et tu avais ce syndrome de l'imposteur ou pas, au fur et à mesure de... Non. Non. En fait, là où encore une fois, la natation, ça de bien, c'est que on peut raconter ce qu'on veut avant ou après une course. De toute façon, si on a nagé vite, on a nagé vite. Après, il y a peut-être des gens qui peuvent dire le style, je sais pas quoi. On est dans le règlement et puis c'est tout. Donc, comme dirait notre ami Philippe Lucas, en tout cas, sa marionnette des Guignols. En tout cas, c'est dans l'eau que ça se passe. Oui, c'est dans l'eau que ça se passe. Et puis encore une fois, c'est quelque chose que je trouve très confortable parce que quand on n'est pas bon, on n'est pas bon. On se dit, tiens, là, il y a quelque chose qu'il faut que je réajuste. Moi, ça m'est arrivé. Quelque part, je considère maintenant ça comme une chance. La saison avant les Jeux,
au championnat de France d'hiver, en fait, je fais des championnats qui sont pas terribles par rapport à... Je fais 6e sur 100 brasses, alors que normalement, j'étais au pire sur le podium, et puis j'avais déjà gagné plusieurs fois, quoi. Enfin non, j'avais gagné le 100 brasses une fois seulement. Mais il y avait quelque chose où on se dit, bon, ben, c'est pas bon. Et ensuite, moi, ça m'a permis en fait de rentrer, de changer des choses sur ma façon de m'entraîner, ma façon de m'alimenter. Et en fait, en 7 semaines, j'ai perdu 6 kilos, j'étais de mieux en mieux dans l'eau, j'étais beaucoup mieux affûté, je me suis qualifié aux universiades et j'ai fait des bonnes universiades. Et quelque part, ça m'a vraiment mis sur une rampe de lancement pour la qualif aux Jeux. Donc imposteur... soit on est bon et on a un bon chrono, enfin en tout cas c'est comme ça que je le voyais, soit je suis bon et j'ai un bon chrono, soit j'ai un mauvais chrono et ça veut dire que j'ai des choses à réajuster. Par rapport au jeu, comment tu vis cette compétition qui est particulière et en plus à Atlanta en 96, comment tu vis cette période-là? Ce qui m'a marqué, c'est que en fait les séries donc le matin, en fait, les séries ont une intensité de finale de championnat de France. Donc ça m'avait impressionné, quoi. Et puis, il y avait autre chose aussi qui était très marquant, c'est que, bon, d'un côté, j'étais pas très à l'aise parce que moi, j'avais l'habitude, en fait, de m'asseoir sur une chaise avec bonnet, lunettes, et puis de faire, probablement, les gens qui font de l'hypnose, ils diront que c'est de l'auto-hypnose, il faudrait que j'en discute une fois pour toutes parce que j'ai cette sensation. Mais en tout cas, j'avais tendance à rester un peu pendant près d'une heure, comme ça, de mettre un peu la chaudière en pression. Donc là, il y avait pas ça, mais il y avait la chambre d'appel, on s'installe. La chambre d'appel, c'était un peu comme un appartement. Et puis ensuite, on entre dans le bassin, et là, il y avait une grande porte coulissante. On entre, et là, le plafond est à 50 mètres au-dessus, parce que c'était une fausse piscine couverte, en fait. C'était une piscine ouverte avec un toit. Ok. Et en fait, donc 50 mètres plus haut, en face, il y avait des gradins qui étaient gigantesques avec 14 000 personnes, donc toutes les couleurs, et plein de gens qui étaient surexcités. Et en fait, à ce moment-là, je suis douché de frissons, mais j'ai un sourire. Je suis témoin de moi-même en train de sourire, mais j'ai une banane jusqu'aux oreilles, quoi. Et il se trouve que j'avais un ami proche qui était... En fait, on a été colocataires, donc il me connaissait bien. Et il avait gagné en fait le voyage pour nous accompagner. Et il me voit arriver sur la plage de départ. Et en fait, dans sa tête, il se dit « Oh là là, là, c'est pas du tout normal. » Parce que normalement, en fait, pour une compétition où j'allais bien nager, j'arrivais, je ressemblais un petit peu à Robocop. Donc, il y avait quelque chose qui était très, 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 très neutre. Alors que là, il me voit arriver avec le grand sourire et que je regarde un peu en haut, un peu en bas. Enfin, ça, c'était un peu inhabituel. Donc ça, c'était pas prévu, en quelque sorte. Et puis une deuxième chose qui n'était pas prévue, c'est que je fais une erreur où je me disais, quand j'étais en équipe de France Espoir, j'ai dit, bah, évidemment qu'il ne faut pas le faire. Et en fait, je l'ai fait en série des Jeux. Et cette erreur, c'est, tu pars et tu te repères par rapport à ton voisin. Et mon voisin, en fait, c'était Norbert Rossa. Le gars, il était champion du monde, recordman du monde, ceci, cela. Je touche 900 pieds, je crois que c'était 900e ou 800e derrière lui. Et je me disais, ça y est, c'est bon, je suis en finale. Sauf que lui, il a fait un temps qui n'était pas bon pour lui. Celui que je n'avais pas vu, c'était celui qui était 2 lignes plus loin. En fait, il était passé tellement vite, il était passé 1 seconde devant tout le monde. Donc, au virage, je pensais le voir. Mais en fait, il était déjà parti. Et donc, j'ai pas vu à quel point il était devant. Et ce qui fait qu'en touchant, je me suis dit, c'est bon. Et puis, en fait, j'étais 17e le matin. Donc, j'étais en finale de rien du tout. Bon, finalement, l'histoire s'est bien rattrapée parce que le Norbert Rossa en question, il était 13e et lui, ça ne l'intéressait pas. 3 jours après, il était champion olympique du 200 brasses. Donc, ça ne l'intéressait pas de faire une finale B. Moi, ça m'intéressait. Donc, quand il a déclaré forfait, je suis passé 16e et ensuite, j'ai gagné la finale B. Donc, je suis remonté à la 9e place. Mais c'était des montées, des descentes. Si on est dans les confidences, puisque le podcast, c'est Confidences sportives, il y a autre chose aussi qui était autant d'émotion, c'est le relais. Donc, moi, le relais, pareil, mon habitude, c'était de me transformer un petit peu en... Pareil, pour ceux qui ont vu le Grand Bleu, c'est Jean-Marc Barr. Je trouve que c'est bien fait, bien filmé, bien exprimé. Comment il est un petit peu en transe avant ses plongées. On entend les gens autour, mais on les entend de loin.
on tourne les yeux mais on les voit vaguement, etc. Et donc normalement ça c'était comme ça que je me préparais pour une bonne course. Et en l'occurrence le capitaine de l'équipe il disait on va s'insulter à la chambre d'appel, etc., etc. Donc lui il aimait bien ça. Moi c'était pas mon genre, mais je me suis dit je veux bien essayer quelque chose, peut-être que c'est encore mieux que ce que je connais. En fait non, moi je suis arrivé un peu surexcité sur le plot. Je prends le relais et en fait, mes mains touchent l'eau trop tôt. Enfin, ça veut dire que je plante grosso modo 50 cm trop tôt, ce qui fait que je plonge avec un angle qui m'emmène trop profond. Et là, le cerveau qui cherche à 200 à l'heure pour se demander mais comment je rattrape la sauce ? Parce que là, c'était pas bon du tout. Là, je perdais une seconde, quoi. Je me suis dit, je vais faire des ondules. Le dossiste, il vient de passer. Il est puissant, il a fait des bulles. On me verra pas. Et donc, j'ai dû mettre 4 ou 5 ondules, ce qui est interdit, hein. Donc j'aurais pu disqualifier le relais, mais là c'était qui tout double, parce que soit c'était vraiment une catastrophe, soit je rattrapais la sauce. Donc effectivement j'ai rattrapé la sauce, j'ai pas été disqualifié ni rien. Et au virage pareil, j'ai fait un virage, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait une reprise de nage qui était aussi mauvaise. Et donc c'était ça quelque part, c'est je me fais l'apôtre d'une comment on pourrait dire, d'une stratégie que peuvent avoir les sélectionneurs d'équipe de France, c'est que gagner de l'expérience, c'est important. Et en fait, rétrospectivement, j'aurais bien aimé que sur des compétitions antérieures, qu'on ait aussi des gens qui ne nous laissent pas simplement nager, mais qui, par exemple, qui fabriquent un contexte qui nous permette de préparer d'autres compétitions, en se disant, par exemple, je sais pas, les universiades, c'est important sans l'être. Enfin, je veux dire, tu peux tester des choses, voilà. Et te mettre en condition pour revivre ça derrière sur des grands événements. Et puis préparer, de se dire, tiens, qu'est-ce que tu as fait là ? Qu'est-ce que tu as fait là ? Qu'est-ce que tu as fait là ? Et de commencer à ancrer certaines stratégies. Oui, parce que si tu prends une nouvelle méthode sur la compétition peut-être la plus importante de ta carrière et que tu n'as pas tes repères, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé, tu as été déstabilisé. Ouais. Donc on s'en sort à peu près, mais c'est... Une comparaison qui me vient, j'aime bien les métaphores, une comparaison qui me vient, c'est quelqu'un qui fait du ski tout le temps sur des pentes modérées et bien enneigées, et puis un jour on lui dit maintenant tu vas faire les descentes. Moi je pense qu'on se rend pas compte à la télé, mais les machins qui descendent, des espèces de murs de glace, et clairement c'est un autre monde. Donc si c'est la première fois qu'on le voit, évidemment qu'on va descendre en chasse-neige, quoi. Et encore, je suis même pas sûr qu'on arrive à se freiner en chasse-neige sur des trucs comme ça. Mais bon, on a l'idée de s'entraîner aussi, de s'entraîner à vivre sous cette pression. Voilà. Par rapport à tout ça aussi, sur la natation, le sport est fait aussi de rencontres. Est-ce que tu as une rencontre, ou plusieurs d'ailleurs, qui t'ont marqué par rapport à ton parcours en tant que sportif, mais aussi en tant qu'homme ? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Feu, mon entraîneur. C'est celui qui m'a emmené au niveau. Donc en fait, il faisait un tandem parfait. Donc je vais les citer. Et je les remercie. Donc Annick Robinet, c'était sa femme qui a été en fait le maillon entre l'école de natation, les premiers pas, et puis de vraiment nageur en compétition, même si c'est 10-11 ans, c'est déjà des compétitions et on sait déjà faire des choses. Et ensuite, donc, elle passait le relais à son mari Dominique, et lui, en fait, il nous entraînait pour faire des compétitions. Et c'est lui qui finalement, qui m'a emmené à me qualifier au championnat de France, à sentir que c'était possible. Je me souviens très bien quand il m'a dit tu sais, à cette compétition, c'est qualificatif au tournoi des 8 nations, parce que c'était une compétition, tu peux faire une équipe de France Espoir, etc. Et avec une façon que j'ai trouvée très légère, très habile. Il ne me mettait pas du tout la pression en disant tu dois le faire, tu vas réussir, je sais pas quoi encore. Enfin, c'était pas du tout ça. Il disait on y va, il y a ce potentiel-là, fais de ton mieux, et on verra ce qu'il en sort. Donc tu peux arriver tu peux le faire. Alors, dans cette chance. L'image qui me vient, c'était pas tant un encouragement, tu peux le faire. C'est regarde, il y a ce potentiel, il y a cette porte. Comment tu le sens ? Okay. C'était plutôt de me mettre moi dans mon potentiel, plutôt que de faire une espèce de court-circuit en disant moi je crois que tu peux le faire. Parce que ça en quelque sorte, j'étais le genre de nageur je pense que j'avais pas besoin de ça. J'avais plutôt besoin qu'on me laisse le champ et qu'on me pose la question t'es capable ou t'es pas capable ? Des fois d'une manière très très neutre,
et à utiliser avec parcimonie. Des fois, j'ai eu des entraîneurs. Alors là, pareil, j'ai eu 2 autres entraîneurs, Lucien Lacoste et Frédéric Barral, à Toulouse. Et je suis encore en contact avec eux, encore plus avec Frédéric Barral. Là, je vais à son mariage, je suis très content d'aller à son mariage en juin. Mais c'est pareil, on devine rétrospectivement qu'il regarde le nageur, qu'il se demande, bon, qu'est-ce que je peux faire, sur quel bouton je vais éviter d'appuyer, parce que c'est un peu comme quand on joue à des mineurs, là, il y a certaines cases où il vaut mieux pas cliquer, je vais y arriver. Donc, de temps en temps, il y avait ce truc-là. Bon, enfin, je sais pas si on a le temps pour une anecdote amusante avec lui. On a toujours le temps. Bon. Alors, il y avait une fois, donc c'était Frédéric Barral, sur un championnat de France à Aix-les-Bains, il voit que j'étais en forme sans plus. Et il avait, de temps en temps, il avait des façons d'être un peu bourru et qui faisait un peu sa marque de fabrique, mais qui était super. Et qui me disait non, mais toi, con comme t'es, tu vas gagner la finale B. Alors que j'avais déjà gagné sur 100 mètres, sur 50, etc. Il disait mais toi, con comme t'es, tu vas gagner la finale B. Et il avait raison, en fait, je ne me suis pas qualifié en finale A sur 100 brasses et j'ai gagné la finale B. Mais il m'avait prévenu, il m'a dit, si c'est le cas, si tu n'entres pas en A, en fait, aux interclubs, aux départementaux où il n'y a pas d'enjeu, tu feras le 404 nage. Ce qui est la course, à mon sens, la plus dure. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Léon Marchand de faire des trucs et on a l'impression qu'il n'est pas fatigué à la fin. Moi, les quelques 404 nages que j'ai fait, je m'en souviens que... Enfin bon, bref, c'est une horreur. Et puis, quand c'est arrivé, ensuite, il a mis une deuxième couche. Il a dit, par contre, si tu te qualifies en finale A ou 200, ce que je n'avais jamais fait, eh ben, c'est moi qui le fais, le 404 nage aux interclubs. Alors là, mais je me suis, comme on dit chez les nageurs, je me suis dépouillé. Je suis parti comme un fou. Je crois que j'ai jamais eu aussi mal pendant une course, mais vraiment, c'était... À 75, je me suis dit, il y avait 200 mètres à faire. Hein. À 75, je me dis, ça va être compliqué. Je suis parti un peu vite. À 100 mètres, je me dis, bon, c'est sûr que ça va être compliqué. À 125, je ne sais pas comment je vais finir. À 150, j'étais sûr que j'allais mourir dans l'eau. Et puis, j'avais l'impression de nager le dernier 25 à la verticale, de me battre pour respirer, etc. Bon. Et je me suis qualifié en A. Et je me souviens qu'il a fait le 404 nage, etc. Donc, c'est des souvenirs comme ça. Des fois, on a les entraîneurs qui mettent un peu du leur dans la balance. Mais en tout cas, voilà, les personnages, en fait, quelque part, les entraîneurs, et puis encore une fois, donc, quand j'étais adolescent, quelqu'un comme Dominique, ben, il ouvrait la voie vers le possible. Mmh. Quelque part, c'était un club qui était petit, mais je ne sais pas comment ils avaient ce talent en fait, de laisser éclore des nageurs. Parce que juste avant moi, il y avait une nageuse qui s'appelait Aline Mathieu, enfin qui s'appelle toujours Aline Mathieu, et qui, en fait, en 3e, elle a été vice-championne de France. Un tout petit club, on nageait dans une piscine Canton, on n'avait pas des horaires, je veux dire, on nageait, je crois, 5 fois par semaine, ce qui était beaucoup moins que les autres. Vice-championne de France. Et quand à peine elle était partie, dans un autre contexte, elle a battu le record de France. Donc c'était pas juste moi, il y avait quelque chose dans la structure, dans l'entraînement, qui faisait que, voilà, en tant qu'adolescent, on se dit, bon, je peux faire ça. On sent qu'on a un groupe aussi, qui était, il y avait une espèce de famille élargie. Mmh. C'est important. Mais c'est très important. En natation, moi je me souviens, enfin c'était, je suis fils d'immigrés, donc en fait notre famille, elle était en Pologne. Et donc là, d'avoir cette famille élargie, c'était un peu comme si on avait des oncles, des tantes, des cousins. Donc ça, pour moi, c'était important en tant qu'adolescent. Et puis, et de structurer comme ça, d'avoir un adulte qui dit, voilà, on va à l'entraînement. Quand on déborde et quand on fait un truc qui n'est pas bien, en quelque sorte, par rapport au projet, il nous le rappelle. Mais c'était toujours avec... bienveillance. Oui. Et des fois, ça peut être sévère, mais bienveillant. Enfin, moi, je crois beaucoup à ce truc-là. Être gentil, c'est pas forcément être bienveillant. Parce que des fois, il faut dire à un ado, bah non, ce que tu fais, c'est pas bien. Donc, tu avais un cadre qui avait été mis en place où tu as réussi à t'épanouir et aussi à grandir, en fait. Tout à fait. Et l'aïkido, comment tu passes de la natation à l'aïkido qui, au final, il n'y a aucun lien? Il y en a. Il y en a quand même. Ouais, oui. Alors, les liens que moi, j'y voyais, c'était... déjà de répéter patiemment pour aller en fait élargir et affiner en même temps.
ces aptitudes. Donc, en natation, en fait, ce qu'on apprend, et je trouve que c'est quelque chose qui est très précieux, c'est que c'est pas en 30 secondes que ça va se faire, c'est pas même en 30 minutes, et c'est pas en 30 jours non plus. Enfin bon, voilà, on fait, et puis progressivement, il y a une aptitude qui s'étoffe, et il y a des choses qui étaient impossibles qui deviennent possibles, voire faciles. Enfin, je veux dire, quand on voit un groupe de jeunes nageurs, on est dans le public, on les voit nager, on voit bien que c'est une autre planète. Oui, bien sûr. Et ça se construit patiemment au fil des kilomètres, etc. Et en aikido, en fait, finalement, j'ai importé un peu la même chose. C'est que je me disais, bon, d'accord, je dois supporter le fait que je suis débutant et que je ne suis pas bon pour l'instant, mais on va répéter tranquillement, etc. Et je me souviens, par exemple, que mon premier enseignant, il avait apprécié quelque chose. À un moment, il nous avait fait répéter des roulades, répéter. Et en fait, moi, je me suis retrouvé comme dans une ligne d'eau à faire des longueurs, quoi. Je fais 5 chutes dans un sens, je me retourne, 5 chutes dans l'autre. Et pour moi, c'était exactement pareil que de faire 5 mouvements de brasse. Je fais un virage, 5 mouvements de brasse. Donc là, je m'y retrouvais pleinement. Et il y a aussi le fait de changer d'orientation, que la tête change d'orientation dans tous les sens. En natation, on est très habitué aussi. Donc j'aimais bien ce côté, finalement, c'était dans l'air, c'était plus terrestre, mais se mettre la tête à l'envers, flotter, il y a des moments où on flotte, c'est pareil, je m'y retrouvais bien. Donc il y a des points communs. Il y a des points communs, ok. Oui. J'en apprends tous les jours. C'est voilà. bien, c'est un peu l'apport du podcast. Par rapport à ça, tu as aussi développé toute ta partie aussi des études, où tu as continué tes études en parallèle du sport. Oui. Et on en a un tout petit peu parlé avant. Comment tu as fait pour concilier les deux, sachant que c'est compliqué. À l'époque, c'était encore plus compliqué. On sait que les nageurs ne sont pas professionnels. Comment tu as fait pour concilier les deux, pour vivre et aussi pour derrière arriver à tes objectifs tout simplement? Alors, c'était même en fait en vue de faire les deux que j'ai fait mon choix après le bac. Okay. Au niveau du bac, au moment du bac, j'étais un très bon élève. J'étais fier d'avoir la mention très bien au bac à une époque où il n'y avait pas tant de monde que ça qu'il avait. Et donc, en fait, je prenais vraiment au sérieux le fait de faire des études. Et j'ai choisi, en fait, plutôt que de partir en prépa scientifique et puis de tenter des très grandes écoles, j'ai vu, en fait, ça pour le coup, ça avait été bien organisé. C'était le ministère Jeunesse et Sport qui envoyait aux gens qui étaient sur les listes, ils nous avaient envoyé un guide avec les formations qui s'adressent aux athlètes de haut niveau. Donc je me souviens, il y avait, mettons, pour les écoles de kiné, il y a tel arrangement, pour Subdeco Paris, il y a tel arrangement. Et puis dedans, en fait, il y avait l'INSA de Toulouse, donc qui est une école d'ingénieurs qui prend après le bac. C'était l'INSA de Lyon. Donc l'INSA de Lyon avait une section sport-études. Donc au début, je me suis renseigné un petit peu et je me suis dit, ça m'intéresse. Et je trouvais finalement plus amusant et plus ambitieux de tenter de faire les deux, de tenter de nager à haut niveau et de faire des études de haut niveau aussi. Le double parcours. Le double parcours, exactement. Et maintenant, à Toulouse, ils appellent ça le double projet, que je trouve... j'aime bien cette façon de faire, mais on y reviendra. Et donc, il y avait l'INSA de Lyon. Finalement, les conditions ne me convenaient pas telles que c'était fait à Lyon parce que, en fait, ils voulaient... mettre tous les nageurs ensemble en disant les 2 premières années vous les faites en 3 ans parce que vous avez besoin de vous entraîner, etc., etc. Et moi j'ai téléphoné au responsable, je lui ai demandé est-ce que je peux le faire comme les autres en 2 ans? Et lui il a refusé. En fait il a dit mais non, les nageurs vous avez besoin de temps, etc. Et en fait sans se poser la question qu'est-ce que je valais en tant qu'étudiant? Et il y avait une deuxième chose, c'est que finalement le club de natation à Lyon était beaucoup moins bon. Enfin, était, on va dire, bon sans plus. C'était meilleur que le club, enfin, plus gros que le club dont je partais, mais c'était bon sans plus. Et en recevant, j'ai candidaté quand même, et en recevant le dossier, il y avait l'INSA de Toulouse, et il y avait des petites lignes où c'était marqué « Si vous êtes pris au Krebs, on vous prend aussi. Enfin, on peut vous accueillir. » Et là, j'ai commencé à téléphoner, j'ai eu Lucien Lacoste au téléphone, il m'a expliqué un peu le pourquoi du comment, ce qu'on pouvait faire, etc. Et là, branle-bas de combat, j'ai changé de candidature en disant je vais à l'INSA de Toulouse. Et à l'INSA de Toulouse, en fait, j'étais content de faire ça comme les autres. Ça veut dire j'étais un étudiant comme les autres. Et moi, je défendais que c'est plus facile de faire des études au milieu de gens qui trouvent ça normal
combien de gens qui disent « Ah, mais c'est difficile parce que j'avais une compétition. Ah, mais c'est difficile parce que je suis fatigué après l'entraînement, etc. » Bon, tout ça, c'est légitime, mais si on est au milieu de gens qui disent bah, « Moi, je m'en fous que tu sois fatigué, on a un TP à préparer pour demain. » C'est plus facile de se dire « Bon, d'accord, on va le faire. » Et en parallèle, d'aller m'entraîner avec les Dauphins du TOEC, qui était un super club, là, pour le coup, qui était le meilleur club français, en fait, depuis très longtemps. Et c'est toujours le cas. Voilà. Là, pour le coup, j'avais trouvé un milieu qui était parfait pour ce que j'avais envie de faire. Et quand j'avais des besoins un peu particuliers, j'avais l'administration qui m'aidait, de l'INSA de Toulouse. Donc, ça se passait très bien. Donc, tu valides tes études au final en combien de temps ? Et comme tout le monde, ça veut dire les études, le cursus, le premier cycle, c'était 2 ans, le cursus ingénieur, c'était 3 ans, et j'ai fait comme tout le monde. D'accord. Et après, tu te lances en tant que... Après, je me lance pas dans le sens où, en fait, au début, je voulais être ingénieur. Ok. Je me voyais dans des bureaux d'études. Moi, j'aimais bien un garçon qui aimait bien les avions, les satellites, etc., etc. Donc, je me voyais en fait ingénieur dans un bureau d'études à faire des avions, des choses comme ça. Puis Toulouse, l'aéronautique. Voilà, c'était tout ça. Ça allait ensemble. Et puis au final, j'avais été candidat à faire un stage aux essais en vol à Airbus. Pourtant, j'avais un appui, c'était un des directeurs. Et malgré ça, en fait, il disait non, il n'y a pas de place, on prend en priorité en fait, les enfants des gens qui travaillent sur le site. OK. Et donc, un de mes profs m'a trouvé un stage dans un labo de recherche. Et là, je me suis senti tellement bien dans le labo de recherche que je me suis dit, finalement, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, progressivement, je suis allé vers cette idée de faire de la recherche. Mon 2e stage ingénieur, je l'ai fait dans la recherche. Mon 3e stage ingénieur, je l'ai fait dans la recherche. Et derrière, j'ai été pris en thèse. Donc, j'ai fait une thèse de doctorat derrière. Ok. Et cette thèse-là, elle était sur... Et là, pour le coup, c'était des satellites. C'était dans le domaine du spatial. Donc, c'était des maths appliquées, en fait, pour travailler sur un problème posé. Alors, c'est des escaliers comme ça, posés par des physiciens qui travaillent dans le domaine de la propulsion ionique. Donc, c'est la propulsion ionique pour les satellites, en fait, c'est des systèmes, au lieu de faire brûler des gaz et de profiter de la poussée, en fait, on prend un gaz, on fait circuler un courant électrique et puis on éjecte la matière comme ça. Et ça a l'avantage de l'éjecter très vite. Et donc, juste pour faire de la pub, à l'époque, en fait, sur un satellite géostationnaire de 3,5 tonnes, ça permettait de gagner 800 kilos de masse embarquée, ce qui est gigantesque. Et alors, là où l'histoire est amusante, c'est que c'est un propulseur qui avait été ramené d'Union soviétique. Ok. En 91, donc l'Union soviétique s'effondre. Et puis, en fait, il y a tous les Occidentaux, en fait, ils se ruent là-bas pour aller grappiller tout ce qu'ils peuvent. Ils avaient des scientifiques, certaines technologies, etc. Ils grappillaient tout ce qu'ils pouvaient. Et donc, ils ont ramené cette technologie-là. Et quand ils cherchaient à l'améliorer, les performances diminuaient. Donc, ils ont financé en particulier ma thèse. Mais il y avait tout un projet de recherche où on essayait de comprendre un peu mieux pourquoi ça marchait aussi bien. Ok, intéressant. Oui, c'était amusant. La suite, c'est aussi la transmission, que Oui. ça soit dans le domaine sportif, mais aussi par rapport à l'enseignement de manière générale à l'université. Tu as enseigné l'aïkido, si je ne me trompe pas. Oui. Cette première étape-là, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Et est-ce que ça t'a apporté dans le sens où, pour l'université, notamment l'université de Lorraine en ce moment, est-ce qu'il y a des parallèles qui se font ? Alors, en fait, l'aïkido, ce qui va nourrir en fait beaucoup mon enseignement, c'est un peu à la fac, mais beaucoup dans l'aïkido. C'est plutôt le démarrage, en fait, quand j'ai fait de la méthode Feldenkrais. Donc, comme on disait tout à l'heure, le prononcer, c'est déjà en faire. On y apprend, en fait, à améliorer ses aptitudes corporelles, à améliorer sa sensibilité, ses facultés de coordination. Et tout ça, c'est des choses où on se dit, mais je suis déjà au maximum de mon potentiel parce que j'ai grandi comme tous les gens. J'ai appris à marcher, j'ai appris à courir, etc. Mais ça y est, c'est bon, c'est un travail achevé. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, ce n'est pas vrai. On n'a pas exploré, y a tout un tas de choses qu'on n'a pas explorées, et même ce qu'on a exploré, on ne l'a pas exploré parfaitement. Donc, dans ce truc-là, on a plein de stratégies pédagogiques, de se dire, tiens, mais essaye des variations plutôt que de t'acharner sur une seule façon de faire, essaye d'apprendre à faire le contraire, etc. Et ça a beaucoup nourri ma façon d'enseigner l'aïkido. Donc, en quelque sorte, le fait d'animer un cours, ça a été motivé par 2 choses. La première chose, c'est que je ne trouvais pas de dojo. J'ai pratiqué au Japon, je me suis absolument régalé.
Enfin, là, pour le Oui, coup, t'étais à l'endroit idéal. Ah oui, et puis en fait, ils ont une façon d'enseigner des techniques corporelles qui passent par le corps. Et enfin, ça tombe sous le sens. Mais moi, enfin, je bouillais d'impatience en France quand il y avait un prof et il nous raconte. Enfin, on a l'impression qu'il fait une dissertation et puis on a mal au genou parce qu'on est assis à la japonaise. Et puis à la fin, la proportion d'essais concrets, elle était, moi, je la trouvais tellement trop faible que ça m'énervait violemment. Donc d'un côté, j'avais envie de pratiquer d'une façon... Enfin, j'avais envie de pratiquer tout simplement, plutôt que d'en parler. Et puis la deuxième chose, c'était effectivement... j'avais envie d'apporter cette façon d'enseigner, cette façon d'essayer. Donc voilà, il y avait ces deux moteurs qui faisaient que... Bon voilà, moi je me souviens, à la MJC Lillebonne, là, on était... je pense qu'on s'est bien amusé. Voilà. Et quels sont les retours ? Est-ce que tu as des anecdotes et des témoignages qui t'ont marqué plus que d'autres ? Alors je me souviens très bien, il y avait un homme là qui était ingénieur du son, et puis quand il est venu, on sentait qu'il y avait quelque chose en lui qui était très tendu. Enfin, il y avait... Voilà, il avait besoin de bouger, mais il y avait quelque chose où il était comme s'il était les deux pieds sur le frein. En même temps, il appuie sur l'accélérateur. Enfin, moi, il y avait quelque chose qui était pas très confortable. Et assez rapidement, je crois qu'il s'est déployé un petit peu dans l'aïkido. Et au bout de alors je me souviens plus si c'était quelques semaines ou quelques mois, il m'avait confié qu'il y avait quelque chose, il y avait un élan du cœur en disant, mais voilà, là, vraiment, je me régale dans mon cours d'aïkido, j'ai vraiment envie d'en faire. Il prévoyait, je crois, quelques temps après, en fait, de déménager à Lyon, si je me souviens bien. Il me demandait où est-ce qu'il y a un dojo. Quand il partait sur un séjour, il voulait aller faire de l'aïkido. Donc, il avait trouvé un endroit où il se sentait vraiment bien. Et ce genre de choses, je me dis, là, on a contribué à rendre une vie plus belle, quoi. Ça, c'est sympa, en tant qu'enseignant, je crois. Enfin, moi, je me voyais plus en tant que cadre. Là, pour le coup, le TEDx qui a eu lieu hier, ça parlait du cadre. Mais j'aime bien cette idée qu'on donne un cadre et une structure. Et à l'intérieur de ça, en fait, les personnes peuvent évoluer, peuvent se construire, peuvent déployer des choses qu'elles ne connaissaient pas. Tu as parlé justement du TEDx, oui. Par rapport à cette partie, ce témoignage, ce cadre. Tu en as participé à 2, à Nancy et à Metz. Oui. Tu retiens quoi de ces expériences-là ? Est-ce que c'est un long travail que tu as fait déjà ? Parce que tu as quand même une éloquence et une manière de parler que tu maîtrises. Est-ce que tu l'as encore plus travaillé par rapport à la thématique ? Comment tu prépares ça ? Est-ce que c'est pareil que préparer une discipline, une compétition de sport, par exemple ? Alors, c'est amusant parce qu'il y a des parallèles avec la compétition de sport, c'est vrai. Là, par exemple, hier soir, il y avait l'événement qui arrivait. Je sentais cette pression qui montait. Mais quand on fait... moi, je me souviens, la première fois que j'étais susceptible de gagner au championnat de France, là, la pression était vraiment importante parce qu'à un dixième, en fait, on est premier ou deuxième. Donc, je me souviens comment est-ce qu'on apprend à sentir qu'on a envie de tout mettre, mais en même temps de ne pas se paralyser à cause de l'enjeu. Et en fait, j'ai retrouvé des sensations un peu semblables. Comme quand j'étais nageur, j'ai pris soin de rentrer dans ma chambre d'hôtel, de faire une sieste avant. Donc il y avait une préparation qui ressemblait à ma préparation de nageur. Et ensuite, pour la préparation en tant que telle, comme dans la natation, en fait, on a eu la chance d'avoir un très bon coach. Donc Didier Chambaretto, je lui fais de la pub aussi. Un très bon coach qui était capable de nous dire, de nous laisser parler, de nous laisser faire. Et quand il y a quelque chose qui l'intéressait particulièrement, il disait ça m'intéresse. D'aller creuser, puis d'aller mettre le doigt en disant tiens, est-ce que tu as envie d'aller par là ? Et puis en fait, de nous laisser fabriquer. L'image qui me vient, c'est un peu comme si c'était une plante qui fabrique des branches et il y a certaines branches qui vont partir dans une direction qui est particulièrement intéressante. On va veiller un petit peu sur elles. Et donc, il y a ça. Et après, je trouve que ce qui est très intéressant dans cette expérience, en fait, c'est qu'on se retrouve dans des circonstances un peu inhabituelles, avec une pression, une intensité qui est inhabituelle. Enfin, on voyait tous entre conférenciers, on avait chacun sa façon de se préparer, puis surtout de vivre un petit peu ce truc-là. Mais il y en a certains qui devenaient... on la voyait qui répétait tout le temps dans sa tête, d'autres qui tournaient un peu en rond, moi qui avais tendance, je suis parti dans ma chambre d'hôtel. Enfin bon, on avait chacun sa façon de faire.
Mais on était tous quand même... on avait envie que ça marche, et puis on n'était pas sûr que ça marche. Il y avait toute cette surprise aussi, enfin, cet inconnu. L'air de rien, on parlait dans une grande scène devant 1000 personnes. Donc il y avait une certaine intensité. Et je me suis rendu compte d'un truc qui était vraiment intéressant, c'est que cette pression finalement rappelle d'autres pressions et permettent de retisser, de renégocier, de replacer certaines choses qu'on avait laissées en plan. Donc c'est un peu comme si, je sais pas moi, comme si on était monté au 3e étage, et puis au 3e étage, en fait, on avait laissé... un grand carton. Oui, la dernière fois qu'on est passé, on avait renversé un verre, et puis il y avait de l'eau par terre, ou il y avait un verre cassé. Et puis ensuite, on était redescendu, on n'était jamais retourné là-haut. Et en fait, là, on y retourne, et c'est l'occasion d'arranger des choses... Alors là où il faut trouver une métaphore qui fonctionne, c'est que en fait, ce qui s'est passé au 3e étage, ça influence aussi ce qui se passe dans l'étage où on a l'habitude de vivre. Et donc là, voilà, au premier TED, alors pareil, confidence, premier TED, ce qui m'avait frappé, en fait, c'est que l'inquiétude que j'avais, elle était importante à cause de par la structure, de par l'exercice imposé, en fait, là c'était 18 minutes la première fois. Contrairement à un amphi, quand je donne un cours de maths, et puis même, j'ai fait des grands amphis en PACES, là où il y avait 600 personnes, en fait, c'est pas si intimidant que ça, parce que j'avais appris à entrer en interaction, et puis même si à un moment, j'ai un doute, ou je me prends les pieds dans le tapis, ça peut arriver, je fais un calcul, et puis en fait, je vois que mon calcul, il y a un truc qui marche pas. Mais j'ai pris le parti de dire, je vais vous expliquer pourquoi j'ai un doute, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui ne va pas. Et quoi faire. Et de pas leur faire croire que je suis parfait, ou de leur faire croire que c'est juste alors que c'est faux, etc. Donc j'avais appris ce truc-là, de se dire, ça va, j'ai le temps, même si à un moment on s'arrête pendant 3 minutes, en se grattant la tête, en se disant qu'est-ce qui se passe, c'est un bon événement par rapport à un amphi. Mais dans un TEDx, 3 minutes, on peut pas. Et donc, on peut pas, voilà. Et on n'a pas de plan, et on fait comme on peut. Et donc, il y avait cette intensité en plus. Et je me souviens, donc c'est là que vient la mini-confidence, c'est que cette pression, en fait, c'était tout simplement la charge que j'éprouvais, alors attention, en CM1, quand on faisait les récitations. À l'époque, on avait des poèmes à apprendre par cœur. Et puis, je ne sais plus s'ils prenaient au hasard ou quoi, mais voilà, on était debout devant toute la classe et l'instit, et puis on faisait sa récitation, et puis il fallait mémoriser, puis il fallait pas trop bafouiller, etc., etc. Et en plus, en CM1, là, pour le coup, j'avais un instit qui m'a pas laissé un bon souvenir. C'était quelqu'un que je trouvais, tout simplement détestable. Donc, je me suis rendu compte que, mais en fait, cette pression, c'est la pression de moi quand j'ai 9 ans. Et ça va tout de suite mieux quand on se rend compte que mais le contexte a changé, là maintenant t'es plus grand, il y a une certaine expérience. Et donc voilà, le verre cassé, hop, on le nettoie, on le met à la poubelle, on n'en parle plus. Et puis on trouve aussi des stratégies. Moi, je donne ma stratégie, c'est j'ai appris ça au sein de certaines pratiques un petit peu liées au stress, au danger. Ce qui est apparu tout seul, c'est d'imaginer, moi j'ai un ours, un gros ours, genre grizzly, ours brun, bien balèze, avec des gros poils bien moelleux, qui est sympa, mais il ne faut pas l'énerver. Et donc, il est là pour me protéger, et s'il y a quelqu'un qui vient semer la pagaille, l'ours, il va d'abord le regarder en disant « t'es sûr que tu as envie de faire ça ?» etc. Donc, c'est une espèce de protection psychique de se dire « non, mais l'ours, il est là pour moi, ça va bien se passer. » Donc, cette pression, en fait, de se mettre dans des situations de pression, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on découvre, en fait, on apprend à utiliser des outils qu'on n'utilise pas forcément dans la vie courante, mais qui apaisent aussi la vie courante. Et puis la pression positive, et la pression négative, c'est comment tu t'en imprègnes aussi. Oui. Comme dans le sport, au final. Tout à fait. Et moi, je conseille éventuellement, il y a une vidéo que je trouve assez rigolote qui s'appelle Mr. Ramesh, donc R-A-M-E-S-H, sur la peur. Okay. Et donc c'est un Québécois, je pense, qui se déguise en indien et puis qui explique que la peur, en fait, c'est de l'excitation, sauf qu'on se dit mais je vais pas entrer. Mais il disait mais s'il y a du bruit à l'intérieur, mais il y a une fête, vas-y entre.
Parce que si t'entres pas dans l'appartement où il y a la fête, bah, en fait, tu sauras pas à quel point tu peux t'amuser. Bon, c'est plus facile à dire que ces moments où on est terrorisé, etc. Mais on apprend. Ah, c'est marrant. Et Ouais. puis, tu as la boucle qui a été bouclée par rapport à cette anecdote aussi de CM1. Oui. Bon, voilà. Par rapport à tout ça, Vladimir, on arrive quasiment au bout de l'épisode. C'était Mhm. super intéressant. Si tu devais rencontrer le Vladimir à 10 ans, voilà, tu lui dirais quoi par rapport à ton parcours? Alors, le Vladimir à 10 ans. Le Vladimir à 10 ans, alors ça me place où? Ça me place en CM1, ça, justement? Justement, ouais. Ou en CM2, non? Qu'est-ce que tu lui dirais? CM2. Qu'est-ce que je lui dirais? Alors, honnêtement, je lui dirais prends quand même un petit peu plus de temps pour t'amuser. Là, c'est que maintenant, j'arrive, j'ai bientôt 50 ans, c'est que maintenant que je me dis... Enfin, le thème de mon TEDx hier, je me suis rendu compte en le préparant que j'avais passé beaucoup de temps à tenter de combler un manque. On essaye de briller dans un cadre comme ça en se disant, mais c'est un peu comme si je cherchais quelque chose qui me manque et pour remplacer... voilà, il y a une pièce de puzzle qui manque et je la cherche partout. Et je me suis rendu compte, en fait, je suis sincère quand je disais au public, mais finalement, si on trouve en soi certains trésors et qu'on les met en partage, à cet endroit-là, le manque n'existe pas. Et donc, je lui dirais, réfléchis un petit peu à ça, peut-être prends le temps. En fait, moi, je pense que j'étais assez sauvage, en fait, quand j'étais gamin, peut-être parce que j'étais sensible, parce que l'histoire familiale était parfois un peu compliquée, etc., etc. Mais voilà, je le prendrais un peu par l'épaule en disant, je sais que tu as peur, mais aller un peu prendre ce temps, enfin, d'apprendre à aller dans le partage, ça vaut le coup. Et donc, tu peux t'amuser beaucoup dans la natation, etc. Mais prends ce soin, en fait, d'être dans la relation aussi, et ça va donner un goût encore plus savoureux à tout ça. De vivre chaque moment. De vivre, et puis d'être là, en fait. Oui, d'être en fait, conscient c'est d'être ça, là. d'être... bon, le film passe, mais c'est bien d'être là pour regarder le film. Enfin, ça Être marche, acteur ça... à part entière, de ne pas être spectateur plutôt. Ouais, de ne pas être détaché, et puis oui, d'être là, quoi. Voilà. D'être là, tout simplement. Je sens, je suis. Parfait. Le rituel, c'est la carte blanche. La dernière question. Qui aimerais-tu entendre sur ces confidences sportives, sur ces émotions dans le sport, que ce soit des sportifs, des coachs, des dirigeants, des membres peut-être de l'entourage du monde du sport? Tu peux nous donner plusieurs noms. Qui c'est que tu aimerais bien entendre dans le podcast? Là, bon, je vais attendre. Je vais le dire pour l'évacuer parce que c'est pas du tout un sportif, etc. Moi, j'aimerais bien discuter avec Bergson. Mais Bergson est mort et c'était un philosophe, donc ça marche pas. Alors, qui est-ce que j'aimerais bien... Moi, est-ce que c'est une suggestion pour un prochain invité? Oui, par exemple, ça peut... Parce que là, pour le coup, c'est pas une suggestion, mais j'aimerais bien, en fait, discuter. Là, c'est des anglophones. Donc, il y a, en fait, Adam Peaty et Caleb Dressel, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est des nageurs qui sont incroyables. Caleb Dressel, on le voit comme ça, c'est coulé, c'est plongeon, c'est une merveille. Et puis Adam Peaty, pareil, c'est le meilleur brasseur de l'histoire. Et en fait, l'un et l'autre, en ce moment, ils sont en dépression. Ils ont déclaré forfait pour les mondes. Ils savent pas trop comment ils seront, comment ils seront pour les Jeux en 2024, etc. Et c'est le genre de situation. J'aurais bien aimé pouvoir discuter avec eux, d'apprendre un petit peu ce qui leur arrive. C'est pas forcément de les mettre en thérapie, mais de savoir en fait ce qui se passe en fait dans ce contexte-là. Maintenant, dans la sphère francophone, quelqu'un, bon, le mot celui qui me vient, Stéphane Leca. Stéphane Leca, c'est un nageur. Maintenant, c'est le directeur des équipes de France d'eau libre. Ouais. Et c'est quelqu'un que je trouve... en fait, il est discret. Mais quand tu parles avec lui, tu te rends compte de l'étendue non seulement de son vécu. On en parle peu, mais en fait, il a nagé, alors je me souviens plus exactement, mais c'est peut-être 8 fois
une course mais complètement délirante de, je crois, 80 km dans un fleuve avec des courants. En Amérique du Sud. Ouais, c'est ça. Un truc complètement dingue. Et il l'a gagné, si je ne me trompe pas, 4 fois. Alors j'espère ne pas me tromper, mais en tout cas, c'est un monstre, quoi. De ce point de vue-là, c'est un monstre. Et c'est quelque chose, c'est encore un autre niveau que de gagner un 100 mètres brasse. Donc là, il y a des choses qui sont intéressantes. Et ce vécu-là, en fait, il en a fait profiter des fois des athlètes. Et par exemple, une Lorraine, Aurélie Muller, à un moment, elle était un peu, elle savait pas trop. Et il lui a dit, j'ai un projet à te proposer. Et de ce que j'ai compris, en fait, ça l'a remise en selle. Donc cet accompagnement, ça, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau et je suis sûr qu'il a plein de choses hyper intéressantes à raconter. Allez, le rendez-vous est pris. Bon, je peux te mettre en lien si tu veux. Ah bah avec très grand plaisir. Voilà. Vladimir, merci en tout cas pour l'épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. Un très bon moment. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis pour les auditeurs du podcast, si vous voulez faire encore grandir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à en savoir plus sur les contenus. On va partager de futurs épisodes, notamment sur l'athlétisme qui arrive cet été. Et puis, on aura quelques nouveautés à la rentrée à suivre dès septembre. Donc, vous pouvez suivre l'actualité de Confidence Sportive sur les réseaux. Et je vais m'abonner moi aussi. Et Vladimir va s'abonner. Voilà. Très bien. Merci aussi à Enzo qui nous accompagne depuis quelques temps sur le podcast pour son soutien indéfectible. Et puis, on vous donne rendez-vous très rapidement sur les réseaux. À très vite.